Bonjour à tous, dans ce diaporama, je voulais revoir avec vous le calcul du champ électrostatique créé par un plan infini avec une distribution de charges surfacique. Parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs qui revenaient régulièrement et souvent la même qui revenait dans vos copies, donc autant faire une vidéo pour tout le monde, ça permettra d'être plus efficace. Donc déjà, donc revoyons le problème. Donc on a un plan infini, donc ici qui est engendré par les vecteurs EX et EZ, et on cherche donc le champ électrostatique en tout point M de l'espace. Donc vous voyez, on peut mettre le point M un peu partout où on veut, au-dessus, en dessous. Alors ça ne sert à rien de placer le point M ici sur le plan de la distribution, je vais le dire tout de suite, puisque comme on a vu en fait que en électrostatique, le champ était discontinu à la traversée d'une distribution surfacique. Donc ici, le champ électrique ne va pas être défini, le champ électrostatique ne sera pas défini sur le plan y égale 0. Donc va pouvoir positionner le point M en tout point de l'espace, sauf en y égale 0. Donc déjà, en termes de coordonnées, on va prendre les coordonnées cartésiennes, donc ça veut dire que le point M va être repéré par les coordonnées x, y et z. Et donc, le champ E électrique dépendra des coordonnées x, y et z, et sera engendré par les vecteurs EX, EY et EZ. Donc ça c'est le premier point. Ensuite on étudie en général les invariances. Donc ici on a des invariances par translation selon EX et EZ, donc ça implique une dépendance du champ E selon de la variable Y. Et enfin les symétries. Donc ici on a une symétrie d'un plan passant par M engendré par EX et EY. Donc ce plan ici qui est affiché, c'est un plan qui est un plan de symétrie, puisque il se passe exactement la même chose de part et d'autre de ce plan. Donc le champ électrostatique devra donc appartenir à ce plan. Et on a un autre plan qui est le plan engendré par EZ et EY, qui est également un plan de symétrie, qui contient aussi le point M. Donc le champ électrique doit appartenir à ces deux plans de symétrie. Il est donc dans l'intersection de ces deux plans, et on voit que l'intersection de ces deux plans ici, sur le dessin, est une droite qui est engendrée par le vecteur EY. Donc ici on peut noter E de deux manières différentes. Donc E qui est soit E indice Y de Y selon Y, ou plus rapidement, quand on n'a qu'une seule composante, on peut se passer de l'indice Y et mettre tout de suite que le champ électrostatique c'est une fonction, donc une amplitude E de Y fois le vecteur EY. Ok, donc là on a déterminé la direction et la dépendance du champ électrostatique pour un plan infini, créé par un plan infini. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'application du théorème de Gauss. Donc pour un point M qui est, là ici dans le cas de mon dessin, qui est placé au-dessus du plan, c'est-à-dire pour les Y positifs, il faut dans un premier temps donc définir la surface de Gauss. Donc nous allons prendre, au vu de la dépendance et de la direction du champ, nous allons choisir un parallépipède rectangle qui est symétrique autour du plan, donc qui a une hauteur y au-dessus, une hauteur y en dessous, donc on a une hauteur 2y de ce parallépipède, et une section S quelconque. Donc on va calculer le flux à travers cette surface fermée. Je vous rappelle, pour le théorème de Gauss, il faut toujours appliquer sur une surface fermée. Donc on voit que ce flux va se décomposer en trois composantes: le flux à travers la surface supérieure, le flux à travers la surface inférieure et le flux à travers la surface latérale. Le flux à travers la surface latérale est nul, puisque la normale à surface latérale est à chaque fois engendrée soit par EX soit par EZ. Or on a vu que le champ était engendré uniquement par EY, donc le produit scalaire va être nul à chaque fois. Donc le flux à travers la surface latérale est nul. Il nous reste donc uniquement le flux à travers la surface supérieure et la surface inférieure. Donc on peut réécrire le flux à travers la surface supérieure et la surface inférieure de la manière suivante. On a donc le flux à travers la surface supérieure qui est égal donc à l'intégrale double de EY, donc du champ électrostatique en Y, selon le vecteur E indice Y, scalaire ds qui est engendré par le vecteur EY. Plus donc la même chose pour la surface inférieure, sauf que on a deux choses ici qui varient. On a le champ qui est pris en la coordonnée moins y, puisque c'est le champ pour la surface inférieure, et la normale, cette fois-ci, comme c'est à nouveau la normale sortante, est orientée selon le vecteur moins ey. Donc comme le champ est constant sur la surface supérieure et la
surface inférieure, on peut le sortir dans l'intégrale et on obtient donc que le flux est égal à la surface S fois E en Y moins E en moins Y. Donc là, ici, il faut utiliser donc le raisonnement habituel qui est de dire que le plan en Y égale 0 est un plan de symétrie de la distribution de charge, donc un plan de symétrie du champ électrique. Donc pour un point M qui est en dehors du plan de symétrie, on a la relation du cours qui nous dit que la symétrie du champ électrique au point M est égale au champ électrique au symétrique de M. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici précisément? Eh bien, ça veut dire que si je réécris correctement le champ électrique, donc on voit déjà que le symétrique de M par le plan Y égale 0, c'est le point M' qui est sur la surface inférieure. Et maintenant, on va regarder le symétrique du champ électrique en lui-même. Donc ça veut dire que le symétrique de EY, c'est donc EY fois le symétrique du vecteur E indice Y. Et le symétrique du vecteur E indice Y, ici donc je vous ai dessiné au niveau du point M le vecteur unitaire E indice Y, son symétrique c'est donc le vecteur moins EY, si je le dessine aussi. De l'autre côté, E de M', c'est donc E en moins Y, selon le vecteur E indice Y. Et donc quand on réunit tout ça, on obtient que EY est égal à moins E de moins Y. Okay, donc on réinjecte ça dans l'expression de notre flux, et on obtient finalement que le flux à travers la surface fermée qu'on a définie ici est égal à 2 fois la surface, fois le champ électrique pris en Y. Pardon, pris en Y. Bien, donc maintenant, nous pouvons calculer la charge intérieure. Donc on a la charge intérieure est localisée uniquement sur la partie ici hachurée, puisque c'est vraiment l'intersection de notre surface et du plan infini. Et donc, on a donc la charge intérieure qui est égale à sigma fois S pour Y positif et moins sigma fois S pour Y négatif. On en déduit alors que le champ électrique est égal à sigma sur 2 epsilon 0 EY pour les Y positifs et moins sigma sur 2 epsilon 0 E indice Y pour Y négatif. Donc là, on a obtenu le résultat et vous voyez que tout se passe bien. Eh bien non, ok, là ça c'est justement, on a fait l'erreur que vous m'avez fait, que vous êtes nombreux à me faire, c'est la détermination ici de la charge intérieure. Ce que vous m'avez écrit, c'est faux. Donc pour essayer d'avoir un message pédagogique fort, j'ai laissé parler ma fille pour vous dire un petit peu finalement à quel point ce que vous avez fait est intéressant ou non pour le calcul de la charge intérieure. Cacaboudin. Voilà, effectivement, c'est du cacaboudin. Donc on va essayer de voir un petit peu comment on fait pour, en tout cas, rédiger correctement la résolution. Puisque vous connaissez le résultat, donc vous cherchez à arnaquer, entre guillemets, pour arriver au résultat. Donc on va essayer de voir une rédaction qui permet de ne pas arnaquer. Donc en fait, on a vu que le flux, on va reprendre juste à partir de la dernière étape, hein, c'est-à-dire le flux à travers la surface fermée, est égal à 2 fois S fois E en Y. Mais ce qui est important, c'est que c'est pour Y positif. D'accord? Donc la charge intérieure, elle, par contre, quoi qu'il arrive, elle ne va pas changer. Pour quel que soit le Y, on a Q intérieur qui va être égal à sigma fois S. Vous voyez que si je place mon point en dessous, j'aurai exactement la même surface de Gauss, et ça ne change pas du tout le signe de la charge. Donc Q intérieur est toujours égal à sigma fois S. Donc on écrit le bilan, ça veut dire que pour Y positif, on a E qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0 EY. Et en fait, on a vu ensuite qu'il y avait une symétrie pour savoir ce qui se passait en dessous. Donc il suffit d'écrire que par symétrie, pour les Y négatifs, on a E de Y qui va être égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 E indice Y. Ça suffit. Okay, donc il faut arrêter de m'écrire que le Q intérieur est égal à plus ou moins sigma S selon le signe de Y. C'est archi faux. Et ça montre que vous n'avez pas tout à fait compris comment on fait pour calculer une charge intérieure. Donc ça, il faut essayer d'arrêter complètement cette manière de rédiger. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose pour avoir une rédaction qui est juste. Okay, il suffit de rajouter le par symétrie et ça suffit. Bon, si l'argument de symétrie de toute façon à la fin ne vous plaît pas et que vous avez du mal à comprendre d'où vient vraiment ce signe moins, il y a une manière de s'en rendre compte. Donc,
Nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de calculer le flux, à travers la surface de Gauss pour les y positifs. Ce que j'aimerais bien, c'est que maintenant vous placiez le point M sur la surface inférieure et que vous me cherchiez le flux à travers la surface de Gauss si le point M est placé en dessous du plan, c'est-à-dire pour des y négatifs. Donc là, je vous laisse réfléchir un petit peu. Ok, donc maintenant que vous avez calculé le flux, normalement vous obtenez que le flux à travers la surface fermée, lorsque le point M est en dessous, donc est sur la surface inférieure, vous devez obtenir que c'est égal à moins 2 fois S fois E de Y, avec cette fois-ci Y qui est négatif. Donc on calcule la charge intérieure qui est toujours au même endroit et qui vaut toujours donc sigma fois S. Donc vous voyez en fait ce qui est différent dans le cas du plan infini par rapport à tous les autres exemples du cours, que ce soit le cylindre, la boule, etc. Dans le cas du plan infini, c'est en fait le flux qui va avoir différentes valeurs selon la position du point M. Et la charge intérieure, elle, reste toujours la même. Alors que dans tous les autres cas, le flux est toujours le même, a toujours la même expression pour n'importe quelle position du point M, et par contre, c'est la charge intérieure qui, elle, va changer en fonction si le point M est à l'intérieur ou à l'extérieur de la distribution. Donc là, en fait, c'est vraiment un cas qui est légèrement différent, et je pense que c'est ça qui vous induit en erreur dans votre rédaction. Donc là, on a trouvé donc le flux pour les Y positifs, le flux pour les Y négatifs, la charge intérieure pour n'importe quel Y. Donc il suffit de faire le bilan, et on obtient à nouveau les sigma sur 2 epsilon 0 ou moins sigma sur 2 epsilon 0 EY selon Y positif ou Y négatif. Donc là, il est vraiment important de bien faire attention à la rédaction et je vous conseille de revenir uniquement à finalement cette rédaction-là avec l'argument de symétrie. Donc vous calculez le flux pour le point M qui est sur la face supérieure de notre parallélépipède, vous calculez la charge intérieure, donc vous obtenez le champ pour les Y positifs, et vous écrivez juste par symétrie pour les Y négatifs, vous obtenez donc E de Y est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0, et ça suffira. Okay, n'essayez pas d'aller plus loin. Donc voilà pour ce petit bilan sur le calcul du champ électrostatique créé par un plan infini. J'espère que ça éclaircit un petit peu les choses. S'il y a des étapes pour lesquelles qui ne sont pas encore tout à fait claires, à nouveau, vous savez comment me recontacter pour qu'on essaie d'en discuter. Merci, à bientôt.